Nous poursuivons nos auditions cet après-midi en recevant donc le groupe Canal+, que je remercie chaleureusement d'être là et à qui je présente mes excuses pour ce léger retard. Alors, monsieur Gérard Brice-Viré, directeur général de Canal+, monsieur Laurent Acide, directeur des acquisitions de Canal+, madame Marine Chenfellet, directrice de la RSE du groupe, et j'espère que je n'ai pas... D'accord. Madame Sylvie Cavalier, directrice des affaires sociales. Monsieur François Mergier, directeur de la production de Studio Canal. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Canal+ est aujourd'hui un acteur majeur du cinéma français puisque votre groupe a préfinancé à lui seul 57% des films d'initiative française en 2023, avec par ailleurs pour l'heure 3 chaînes gratuites et 3 chaînes payantes sur la TNT, mais aussi 17,4 millions d'abonnés à votre plateforme. Vous êtes également un acteur important de l'audiovisuel. Vous êtes donc à la fois producteur, éditeur, distributeur et agrégateur d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et de programmes audiovisuels. Compte tenu donc de la place que vous occupez dans le paysage audiovisuel français, vous portez, à mon sens, une responsabilité particulière en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est pourquoi nous avons souhaité vous entendre dans un format permettant à chaque pan de votre activité d'être présenté, afin que vous puissiez nous faire part très concrètement des problèmes que vous constatez, à la fois dans la production, les acquisitions, la gestion de l'antenne, mais aussi nous rendre compte des actions que vous menez dans ce domaine. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » en chacun à votre tour et avec le micro ouvert, s'il vous plaît. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Vous avez la parole. Je vous propose de faire un propos liminaire assez bref, si c'est possible, parce que nous avons évidemment de nombreuses questions à vous poser. Et merci à mes collègues députés d'être présents à cette audition. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de nous donner la parole dans le cadre de votre commission d'enquête relative aux violences sexistes et sexuelles commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Donc je me présente, je m'appelle Gérald Brice-Viré, je suis directeur général de Canal+ France, spécifiquement en charge des programmes et des antennes. Et nous sommes aujourd'hui avec Marine Chenfellet, comme vous l'avez dit, directrice de la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est un point extrêmement important chez nous, à la fois à l'antenne et dans notre entreprise. Sylvie Cavalier, qui est la directrice des affaires sociales, qui pourra également intervenir et répondre à un certain nombre de vos questions. Laurent Acide, qui s'occupe de l'intégralité de nos préachats et de nos achats de films en France. Il est accompagné de François Mergier, qui lui est Studio Canal, et il est directeur de la production de tous les films que nous produisons, dont L'Amour ouvre par exemple en ce moment sur les écrans. Avant de nous concentrer sur la discussion qui nous réunit aujourd'hui, permettez-moi de présenter brièvement le groupe Canal+. Je vais tâcher d'être court. Le groupe Canal+ est un acteur majeur de la création, de la distribution de contenu, en France, bien sûr, et puis dans plus de 50 pays. Nous comptons aujourd'hui près de 27 millions d'abonnés. En France, Canal+ propose, vous le savez, l'édition et l'agrégation de chaînes gratuites. Nous faisons également des chaînes thématiques. Nous sommes également dans les chaînes Canal+, chaînes premium, pour lesquelles nous produisons et diffusons du sport, 10 000 heures par an, des films français, européens, internationaux, des séries, des documentaires, des flux, des fictions. Et par l'agrégation, à travers notre plateforme, nouveaux usages, nous intégrons Netflix, Apple+, et Paramount+. Au total, c'est près de 3,5 milliards d'euros que nous investissons chaque année dans les contenus. Avec l'appui de notre filiale Studio Canal, qui est dirigée par Anna Marche, qui détient 19 sociétés de production à travers le monde. Le groupe Canal+ est un leader européen,
un leader français européen de la production et de la distribution de longs métrages. À ce titre, nous avons un catalogue de plus de 9400 titres qui proviennent de plus de 60 pays. Comme vous le voyez, Canal+ regroupe différents métiers, nous aurons l'occasion d'en parler. Canal+ a toujours été le pionnier dans la promotion des causes sociétales et la diversité, là aussi on en parlera, en diffusant des contenus porteurs de sens, en créant des espaces de réflexion. Ces engagements sont guidés par une conviction forte que la télévision joue un rôle clé dans la transformation de la société, et encore nous davantage en tant que diffuseurs de films de cinéma, et la télévision est un moteur de changement. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour évoquer une cause qui dépasse les écrans, qui touche à la dignité, à la sécurité auxquelles chaque Français aspire. Chez Canal+, il s'agit non seulement d'une responsabilité, mais aussi d'une conviction que nous portons avec ferveur, et cela depuis près de 40 ans, puisque nous avons fêté lundi dernier nos 40 ans. Nous sommes le premier financeur du cinéma. Là aussi, le cinéma a un rôle très important à jouer, avec des films comme Jusqu'à la garde, Les Chatouilles, Slalom, La nuit du 12, Le consentement, on en parlera, La maison des femmes que nous accompagnons et qui nous permet d'être partenaire de cette association. On en parlera aussi puisque le groupe Canal+ est dans la production de séries et de films avec François Mergier. Cette place dans le cinéma nous amène à suivre de très près les évolutions de notre société, mais aussi à tenter de les provoquer, ces changements. J'insiste plus particulièrement sur l'engagement du groupe à donner toute la parole aux femmes devant et derrière la caméra, lequel se traduit par une attention particulière du groupe Canal dans l'accompagnement, dans le financement, dans l'exposition des films de réalisatrices pour que cette parole soit vue et écoutée. Laurent et François, je vais vous laisser dire quelques mots à ce sujet. Laurent Assite, directeur des acquisitions chez Canal+. Merci Gérald Brice. Juste un point complémentaire de ce qui vient d'être dit. C'est vrai que dans le cadre des investissements, on aura certainement l'occasion d'en parler, on accorde une place particulière au renouvellement des talents. Et dans le cadre du travail sur la parité, du renouvellement des talents, du nombre de réalisatrices qui vont faire leur premier film et que le groupe va accompagner au fil du temps, parfois dès le court-métrage. Et depuis 2 ans, on constate une vraie parité, ou même un petit peu plus l'année dernière, du nombre de réalisatrices qui font leur premier film, dans le cadre du nombre de premiers films assez important que la chaîne fait chaque année. Et dans le prolongement de cette idée, on a été très heureux d'accompagner des réalisatrices comme Justine Triet, dont le 4e film a fait la carrière que vous connaissez avec son Oscar et sa Palme d'Or. Audrey Diwan pour l'événement, Julia Ducournau dès ses premiers cours jusqu'à le film qu'elle tourne en ce moment après Titane, la Palme d'Or, d'autres films qui ne sont pas encore sortis et sur lesquels il y a à la fois l'idée de traiter du sujet des violences faites aux femmes. Je pense à un certain nombre de films dont Gérald Brice a déjà donné les titres, mais également simplement de porter un regard différent sur la société par le biais de ces nouvelles autrices, de ces nouvelles réalisatrices qu'on espère accompagner pour en faire les talents de demain. Voilà, sur ce point-là. François ? Oui. Côté Studio Canal, je voulais juste préciser moi que évidemment que ces questions sociétales sont au cœur de notre stratégie, de notre préoccupation, qu'on fait beaucoup de choses pour essayer d'accompagner ce mouvement et le changement de la société. Je voulais juste attirer votre attention sur 2 points importants. La première, c'est qu'on est partenaire depuis 2021 du Lab de Femmes, qui est une association qui défend la place des femmes dans le monde du cinéma. Donc ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, dont la directrice d'ailleurs vient de publier un rapport de très grande qualité qui a été dévoilé, je crois, hier, lors des rencontres de l'ARP, qui est un rapport qui s'appelle Respect, qui est un rapport que j'ai pu lire et qui est vraiment d'une très grande qualité. La deuxième chose, c'est que, toujours dans cette même ambition qui nous a conduit à accompagner des femmes dans le monde du cinéma, on a fait le constat un peu amer en 2023, en sortant, c'était un moment plutôt joyeux pour Studio Canal, mais on sortait le film Je verrai toujours vos visages, qui a été un grand succès en salle. On a fait le constat un peu amer en sortant ce film, que ça faisait 8 ans depuis 8 ans, il n'y avait eu qu'un seul film qui avait dépassé le million d'entrées réalisé par une femme. C'était Aline de Valérie Lemercier. Et que ce constat, on avait sûrement un rôle à jouer, nous, là-dedans. C'était pourtant l'année de la sortie de Barbie ou l'année de la Palme d'Or, mais ça faisait donc 8 ans qu'aucun film français réalisé par une femme n'avait dépassé le million d'entrées. Et donc, suite à cela, on s'est posé la question de notre rôle, nous, là-dedans, dans cet écosystème-là. Évidemment qu'on en porte une responsabilité.
On a beaucoup analysé pour les raisons qui poussent le cinéma à malheureusement pas produire de films populaires de femmes. Il se trouve qu'on reçoit 20% des projets qu'on reçoit chaque année sont réalisés par des femmes, seulement 20%. C'est le budget moyen des films qu'on reçoit portés par des femmes sont de moitié inférieur à celui porté par des hommes. Bref, il y a un problème de développement en France là-dessus, et donc on a décidé de créer un fonds de développement spécialisé pour des réalisatrices dans des films ambitieux, un fonds ambitieux, puisqu'on s'engage à dépenser 1 million d'euros en 2 ans dans une dizaine de projets portés par des femmes et des projets vraiment ambitieux, c'est-à-dire que Studio Canal va distribuer derrière. On a à date signé déjà 5 ou 6 projets alors que le fonds a été lancé depuis 1 an, donc on est dans les temps pour respecter nos engagements. Mais voilà, je voulais juste attirer votre attention sur ces 2 formidables initiatives, je trouve, qui montrent à quel point ces préoccupations sont au cœur de notre stratégie. Voilà. Nous sommes également partenaires des Césars depuis 30 ans. Nous avons par exemple, lors de la dernière cérémonie, laissé une place importante à Judith Godrèche, près de 10 minutes d'antenne pour qu'elle livre un discours poignant sur les violences sexuelles dont elle a été victime. Ses prises de parole étaient courageuses et indispensables. Elle a été un électrochoc dans l'industrie du cinéma français. Nous avons produit récemment et diffusé le film Vivante, qui met en lumière la difficulté et l'histoire de cette résilience. Ce film a choisi de porter la voix de 125 femmes assassinées par leurs compagnons, qui a été diffusé sur Canal+ et sur nos chaînes gratuites. C'est le parcours de Sarah Barouk. Nous avons également, dans toutes nos créations originales, on s'attache à valoriser la place et la parole des femmes, convaincus qu'une représentation juste et authentique repose sur la présence de femmes à la création. Nous sommes fiers que 57% de nos projets sont produits ou coproduits par des femmes. J'aimerais aussi parler de nos créations, La Fièvre, où les protagonistes sont des femmes. BRI, nous avons choisi d'imposer des femmes aussi dans le casting d'une unité d'élite souvent perçue, souvent masculine. On a une approche qui ne s'arrête pas aux productions locales sur toutes les séries que nous achetons. Nous y reviendrons. Nous avons une approche aussi sur les violences sexistes et sexuelles concernant les enjeux d'inclusion de la représentation LGBTQ+, communauté particulièrement exposée. Nous sommes à l'origine de la Nuit Gay depuis 40 ans. Et nous avons une chaîne, Hello, qui diffuse documentaires, films, courts-métrages. Nous avons diffusé les Tétu Awards l'année dernière. Et nous avons produit un film sur la dépénalisation de l'homosexualité, la fin du placard, il y a quelques mois. Enfin, nous savons que pour être légitime dans notre combat contre les violences sexistes et sexuelles, il est essentiel que nous mobilisions nos meilleurs efforts en interne. On en parlera aussi. Le groupe Canal+ s'assure de garantir un environnement de travail sécurisé et inclusif pour toutes et tous, en même temps qu'il veille à donner ce sens à ses antennes. Ce travail est mené par notre directrice RSE, Marine Schoenfele, à qui je vais laisser la parole. Ah pardon, excusez-moi. Donc à mon tour de vous remercier, de nous permettre de partager avec vous notre engagement sur cet enjeu capital que représente la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment faites contre les femmes, les enfants, les minorités de genre et les minorités sexuelles dans les secteurs concernés par votre commission. Cet enjeu, le groupe Canal+ a souhaité le prioriser dès 2019 en veillant à le traiter dans toute son étendue, des discriminations jusqu'aux actes de violence de nature psychologique, physique ou sexuelle. La politique mise en place par le groupe traite tout le continuum. Le groupe adresse ces enjeux à 2 niveaux. En tant qu'employeur responsable, il a mis en place les dispositifs et politiques qui vont au-delà de la stricte application des textes de loi pour assurer la sécurité de ses salariés et en particulier lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et en tant qu'acteur sectoriel qui investit largement dans les contenus comme ça a été souligné, il s'engage et participe à faire évoluer les pratiques du secteur. Ces engagements se traduisent dans un plan d'action qui est mené sous la présidence de Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal+, qui a tenu à faire de l'égalité femmes-hommes une priorité dans nos engagements sociétaux, avec la création d'un comité interne nommé Et ta sœur. Ce dernier complété du comité Et ton frère réunit tous les métiers du groupe allant des ressources humaines au marketing, en passant par les antennes et contenus, bien sûr. Ces comités ont pour objectif de coordonner l'ensemble des mesures concrètes qui sont menées au sein de notre groupe et de prioriser nos actions. Et ces actions sont organisées en 3 axes. Le premier axe de travail vise précisément la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre les discriminations qui en sont le terreau, au sein de l'entreprise et chez nos partenaires.
Le deuxième axe vise l'égalité professionnelle, l'égalité des chances et permettent de lutter contre des violences qui sont cette fois économiques. Le troisième se concentre sur les représentations des diversités, les luttes contre les stéréotypes qui peuvent nourrir à leur tour les discriminations. En matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les discriminations, ce plan se traduit par l'application d'une tolérance zéro face aux comportements inacceptables, s'agissant autant de harcèlement moral, sexuel, mais aussi les discriminations et le sexisme dit ordinaire. Un ambitieux plan de formation a été déployé, avec d'abord une formation obligatoire pour l'ensemble des salariés, qui a été effectivement suivi par 95% des effectifs du groupe dans le monde à la fin de l'année 2023 et qui doit être renouvelé tous les 2 ans. Des formations ciblées qui ont visé 100% des managers et 100% des équipes éditoriales de la production interne, de la direction des sports et toutes les équipes de production des productions de films et de séries de Studio Canal en production déléguée, on y reviendra. Le groupe a également mis en place un système de traitement des alertes et désigné des personnes référentes, ce dont Sylvie, ici présente, pourra vous parler plus amplement. Ce système d'alerte doit faciliter la prise de parole de tous les collaborateurs et collaboratrices concernés. Il organise un traitement rigoureux de tous les signalements. Il repose sur des canaux internes, mais aussi sur une plateforme ouverte à des signalements externes. Il vise en particulier les faits de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, des agissements sexistes, même s'il ne s'y limite pas. Afin qu'ils soient bien identifiés par tous nos collaborateurs et collaboratrices, la définition des comportements prohibés, les noms, les coordonnées des personnes référentes, ainsi que la liste des canaux d'alerte, les numéros d'aide externes sont communiqués sur notre intranet et sur des affiches qui sont présentes dans tous les sanitaires de nos sites et dans les lieux de passage des studios. Et nous donnons par ailleurs une place importante au dialogue social sur ces sujets majeurs. Allant au-delà de l'obligation légale, les représentants du personnel sont systématiquement associés aux enquêtes portant sur des faits de harcèlement et de discrimination. Ce plan d'action se concrétise enfin par des actions de sensibilisation régulières de tous et toutes, à travers l'organisation de conférences, de formations ouvertes à tous et toutes, qui reposent sur la conviction que le rôle d'allié est essentiel et que chacun et chacune doit s'en emparer. Merci. Je suis désolée. Vous n'aviez pas terminé? Vous aviez encore beaucoup de choses à nous dire? Oui, j'ai quelque chose encore à vous dire. Je voulais juste parler de notre engagement vis-à-vis de nos partenaires. Donc une clause insérée dans tous nos contrats engage les parties à respecter l'ensemble des normes nationales et internationales, en particulier les conventions de l'OIT, et on annexe systématiquement dans tous nos contrats de préachat et de coproduction pour tous les genres de programmes, une charte où on demande à notre partenaire de production de lutter contre les stéréotypes, d'aborder toutes les scènes sensibles de nudité, de violence et de sexe avec la plus grande vigilance, de traiter les acteurs et actrices dans la plus grande dignité, de ne tolérer aucun comportement inapproprié dans le cadre des productions. C'était une précision importante. Merci. Vous vouliez vous exprimer, Madame Cavalier? Non, c'est bon. Donc merci pour cette présentation et pardon parce que je presse un peu à chaque fois, mon rôle n'est pas forcément le rôle le plus agréable, mais voilà, nous avons des horaires qui sont et des auditions qui sont chargées. Alors, déjà, je vous remercie pour cette présentation liminaire qui fait quand même le tour d'une manière assez exhaustive des dispositifs que vous mettez en place. Comme vous l'avez dit de nombreuses fois, vous êtes un acteur absolument majeur du cinéma français. Et à ce titre-là, parce que vous avez une position, si ce n'est dominante, du moins importante, eh bien, vous avez aussi une responsabilité qui l'est tout autant. Du coup, la question que je me posais, c'est donc j'entends qu'en amont, vous avez tout un tas de dispositifs qui permettent de border les choses et de prévenir sur la tolérance zéro, etc. Quand il vous est remonté, déjà, vous est-il remonté des difficultés sur les tournages que vous financiez? Est-ce qu'on s'adresse à vous quand il y a des difficultés sur un tournage? Première question. Deuxième question, si on s'adresse à vous, quelles sont les mesures que vous prenez dans ce cas-là? Avant de passer la parole à Laurent et à François, vous dire que c'est vrai que on est un partenaire du cinéma français depuis 40 ans, et si le cinéma français est aussi fort dans le monde, c'est parce qu'il y a des partenaires comme Canal+, et les chaînes, et les plateformes, mais nous, c'est vrai qu'on produit quasiment 150 films par an, on aide ces films à exister. Je prendrai le dernier exemple, parce qu'il est vraiment important pour moi, c'est le premier film d'Artus. Quand il est arrivé sur le bureau de Laurent Acide,
il fallait y croire, lire le film et penser que ça allait être un film qui allait fonctionner. On est à 11 millions de Français qui l'ont vu. Et donc c'est vrai qu'on est un partenaire majeur et on aime profondément le cinéma français. On le voit avec tous les films qui ont emporté les Césars ces 10 dernières années. Nous sommes à chaque fois le partenaire. Pour ces sujets, je passe la parole à Laurent et à François. Merci. Pardon, juste en une minute, mais je pense que c'est important de repréciser ça sur le fonctionnement de notre métier. Juste repréciser quelques rôles importants, parce qu'ils sont très fondateurs et ont des conséquences très importantes, et que nous, on agit dans plusieurs métiers. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans le cinéma français, c'est que le métier central, c'est celui de producteur, ce qu'on appelle producteur délégué, c'est le producteur. Le film naît quand un producteur signe avec un auteur un contrat d'auteur. Et ensuite, ce producteur-là, c'est vraiment lui qui va être la pièce centrale du cinéma. C'est lui qui va embaucher, c'est lui qui embauche les salariés du film, c'est lui qui va financer le film, c'est lui qui est garant de bonne fin du film, c'est-à-dire c'est lui qui va livrer le film à tous les partenaires financiers du film. Généralement, ces boîtes de production, en France en tout cas, sont souvent des petites sociétés de production, très peu nombreuses, enfin avec très peu d'employés, qui vont financer leurs films chez des acteurs plus importants, les distributeurs, comme Studio Canal et d'autres, et les chaînes de télévision, ce que fait Laurent, payantes ou gratuites. Ça représente le très gros du financement d'un film. Mais donc il faut comprendre que nous, chez Studio Canal, en tout cas, on agit dans les deux métiers. La grande partie du temps, on est distributeur des films, c'est-à-dire qu'on n'est pas le producteur délégué, donc on n'est pas l'employeur de... Je ne dis pas du tout ça pour, vous avez bien compris, hein, nous défausser, mais juste pour bien expliquer le rôle qu'on peut avoir. Donc sur 90% des films qu'on sort, on est simplement distributeur et coproducteur, ce qui veut dire qu'on a des parts de recettes, mais ce qui ne veut pas dire qu'on est employeur des gens. Et de temps en temps également producteur, on l'est environ 2 fois par an. Donc c'est à ces 2 titres-là qu'on va pouvoir vous répondre, parce que les mécanismes sont très très différents. Le cœur du métier, je pense que vous le savez, c'est la production, et c'est au producteur de mettre en place. Et votre responsabilité légale est différente aussi en fonction des rôles exactement. que vous... Je vous propose de répondre rapidement, parce qu'évidemment, il y a énormément de questions à vous poser. Donc nous, côté distribution, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas eu énormément de cas qui nous remontent. Sur les films, on sort une 12aine de films par an. Il n'y a pas eu beaucoup de cas de violence qui nous sont remontés. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais on fait tout un travail énorme de sélection des films. On fait tout un travail énorme de prévention aussi. J'espère que ça, c'est un travail qui paye. Mais on n'a pas eu de cas majeurs qui nous sont remontés. J'ai un cas en tête pendant la préparation d'un film, c'est-à-dire juste avant le tournage. Je l'ai su des mois après, hein, c'est le producteur qui a géré ce cas-là, d'un chef de poste. Je cite pas les gens parce que ça peut être des choses qui sont en cours, voilà. Mais il y a eu un problème avec un chef de poste et son équipe. Ça a été signalé immédiatement au producteur, qui a enquêté, qui a rencontré les gens et qui a décidé de sortir ce chef de poste du tournage immédiatement pour protéger la sécurité de ses employés. Je l'ai su des mois après, mais donc le producteur a très bien agi dans ce cas-là, et donc on n'a absolument rien à lui reprocher, ça n'a eu aucun impact sur notre travail, nous, derrière. On a un autre cas beaucoup plus complexe, là, aujourd'hui, sur un film que l'on distribue c'est un film réalisé par 3 personnes, pas des Français d'ailleurs, des réalisateurs canadiens. L'un des 3 est attaqué pour des faits très 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 graves, et donc on est en train, nous, de regarder justement tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour à la fois vérifier que tout a été mis en œuvre pour protéger les équipes, la sécurité de l'équipe sur le tournage. En l'occurrence, ce réalisateur-là n'était présent qu'en post-production, il n'était pas sur le plateau, et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas du tout liés au tournage, ce sont des faits postérieurs au film. Donc a priori, là-dessus, en tout cas, nous, notre enquête fait qu'on pense qu'il n'y a pas eu de faits répréhensibles sur le tournage. Mais en revanche, on a un rôle, nous, en tant que distributeur, sur la diffusion de cette œuvre. Et donc là, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, on ne va forcer évidemment personne à sortir ce film. Et nous-mêmes, on se pose la question de la façon de travailler ce film. Il est déjà sorti en salle, il a fait un tout petit succès. Mais on se pose évidemment la question de la diffusion de l'œuvre maintenant que ces faits sont révélés. Pour compléter ce que dit François, la place de Canal+ dans le financement des longs métrages est reconnue comme étant très importante. En revanche, notre rôle en tant que préacheteur n'est ni un rôle de coproduction, ni un rôle de détenteur de recettes. On est d'ailleurs c'est dans le nom du préachat, on achète des droits à l'avance sur plan. Le producteur est le chef d'orchestre du film. Je ne répéterai pas ce qu'a dit François, c'est assez clair. Il est responsable juridique du droit du travail sur son film. Et moi, j'ai eu assez peu de cas, voire même très peu de cas,
signalées de violences de VSS sur des films, pas forcément sur des tournages, ça peut être des faits qui sont intervenus avant ou après. C'est évidemment le producteur qui m'en a averti, le plus souvent un peu plus tard, avec un certain décalage. On n'est pas le premier partenaire prévenu dans ce type de cas. Je pense à la fois parce qu'on est assez loin des tournages. On partage beaucoup de choses avec les producteurs avant de lancer les films, mais une fois qu'ils sont en tournage, et on les retrouve souvent au moment de leur sortie. Donc ils nous préviennent parce que ce sont des partenaires avec lesquels on travaille d'année en année. Il faut dire, pour renforcer ce que disait François sur la fragilité des sociétés de production françaises, on achète 120 films par an, on travaille avec une centaine de producteurs. C'est un essaim de petites sociétés de production qui produisent 1 à 2 films, certaines grosses, mais les majors françaises sont au nombre de 4 ou 5, le reste ce sont des petites sociétés, donc des producteurs avec qui on travaille au fil de l'eau, d'année en année, et qui nous préviennent souvent un peu tard. Voilà. Et pour compléter ce que disait Marine, dans nos contrats, il y a effectivement une charte, dans nos contrats de pré-achat, donc une charte qui précise un certain nombre de rôles de contrôle que doit encadrer le producteur sur ces tournages. Ce qui est important pour nous, je dirais même que effectivement, cette charte existe aujourd'hui. On n'a pas mené d'action, nous, particulière, puisqu'on n'est pas sur les plateaux. J'ai bien conscience que dans la profession, il y a énormément de réflexions. On parlait du rapport respect tout à l'heure, qui est très intéressant, mais depuis des années, les choses évoluent beaucoup. Des questions remontent à la surface. Il n'y a pas une corporation du cinéma qui ne se pose pas des questions sur la manière dont on peut prévenir les VSS, agir sur les tournages. Et je pense que même dans d'autres manières d'approcher ça, à la place où on est, c'est-à-dire à l'extérieur de ce qui est la production d'un film. En fait, on est un partenaire financier et un diffuseur. À ce moment-là, on reprend un rôle actif. Il y a probablement des choses au travers desquelles on peut participer avec les différentes strates de la profession pour que les choses s'améliorent. Mais je pense que cette réflexion qui se fait aujourd'hui par petits bouts et maintenant par groupes plus homogènes, où les différents métiers du cinéma travaillent à trouver des solutions, on pourrait très bien trouver notre place dans ce cadre-là, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que nos contrats, en fait. Merci. Je donne la parole à Erwan Balanan, rapporteur de la commission d'enquête. Merci, et ça va me permettre de rebondir sur les propos que vous venez de tenir et sur l'explication. Vous êtes effectivement financeur des films par le système de préachat ou parfois aussi par vos 19 sociétés de production. Donc il y a 2 volets. Sur les 19 sociétés de production, est-ce que vous avez des exigences extrêmement précises sur ce qui est le respect naturel du droit du travail? Ça sera une question assez rapide à répondre, j'imagine. La deuxième question, c'est justement en tant que financeur. En tant que financeur, vous prenez des risques. Un financeur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc vous prenez des risques, mais vous avez aussi une déontologie. Et au regard de cette double exigence déontologique et exigence de ne pas prendre le bouillon, vous pouvez, ou est-ce que vous avez déjà mis en place des exigences extrêmement particulières? Parce que si vous financez un film, que ce film se plante parce que à la fin du tournage, le film est livré et on apprend que le réalisateur ou un chef de poste ou un technicien, un comédien, une comédienne a commis des actes pénalement répréhensibles. Vous savez très bien, aujourd'hui, votre film, il vaut 0 plus 0, la tête à Toto. Donc, comment vous faites? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question par des exigences très précises, donc, qui sont des engagements écrits ou pas? Vous avez commencé à nous répondre, mais j'aimerais qu'on approfondisse. Et après, je reviendrai sur une série de questions sur un deuxième volet de Canal+, qu'on ne va pas éluder aussi, c'est vos chaînes, parce qu'il y a le cinéma, mais il y a aussi vos chaînes, et la commission d'enquête travaille aussi sur l'audiovisuel. Donc voilà ma question sur le cinéma, parce que c'est important de savoir si aujourd'hui vous avez des leviers d'action tout simplement pour participer à la responsabilité de l'écosystème.
Merci, je vous propose de répondre et puis après on enchaînera sur d'autres questions et on les prendra peut-être de manière groupée. Pardon, je vais essayer de répondre côté production. On met en place beaucoup de choses, mais vous avez raison, vous pointez quelque chose de très juste. On n'est pas vraiment protégé s'il y a un cas problématique sur un plateau de violence. En effet, on pourrait être amené à perdre des sommes importantes. Ce que moi je constate, c'est une évolution nécessaire et un monde qui change profondément dans le cinéma depuis quelques années. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il est très imparfait encore, le système. Il doit être amélioré. Je suis donc ravi que cette commission ait lieu et que des rapports sortent, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ailleurs proposées dans le rapport dont j'ai parlé plus tôt, justement, pour essayer de libérer la parole, pour protéger à la fois les victimes, évidemment, mais protéger un écosystème et tout ça. Donc il faut que les choses changent aujourd'hui. Elles ne sont pas du tout parfaites. Nous, dans nos mécanismes, on a une vigilance extrême dans le choix de nos projets. On a évidemment mis en place beaucoup de mesures de sensibilisation, d'information, de vérification que à la fois le Code du travail, mais bien plus, en fait, on va bien au-delà du Code du travail et de la convention collective à plein d'endroits. Par exemple, nous, sur nos productions déléguées, on forme déjà toutes les équipes sur les deux précédentes productions qu'on a. On ne produit pas beaucoup de films, mais les deux précédents qu'on a produits, on a formé les équipes, alors que c'est une mesure qui maintenant va commencer à être rendu obligatoire par le CNC à la fin de l'année. On le fait déjà, nous, depuis 2 ans. On a formé toutes les équipes, et c'est les équipes de Studio Canal elles-mêmes qui sont allées former les équipes, justement, aux violences sexuelles et sexistes. Donc, on met en place beaucoup de choses avant, et j'ai toute une liste de mesures, on ne va pas rentrer là, vous les connaissez, le rôle du producteur délégué. On met en place aussi, quand on est simplement coproducteur, des clauses vraiment dans nos contrats de moralité qui exigent de la part du producteur la plus grande moralité dans le traitement de ces sujets très très sensibles, qui nous permettraient de nous retourner d'ailleurs contre potentiellement des personnes qui ont commis ce type d'acte, de vérifier que le producteur a bien rempli son rôle, et ensuite on a ces clauses de moralité qui nous permettent de prendre ensuite toute mesure en cas de manquement à ces actes. Pardon, allez-y. Précisément, dans ces clauses et dans autre chose qui est un peu au-delà de la clause, c'est-à-dire le contrat, est-ce que vous avez des exigences contractuelles que, par exemple, s'il y a des scènes d'intimité, est-ce que vous exigez dès maintenant, un coordinateur d'intimité, et 2, que le contrat de la comédienne ou du comédien soit explicite et que le séquençage des scènes soit écrit, et que si jamais il y a un changement d'une volonté du réalisateur ou d'une volonté, pourquoi pas aussi du comédien ou de la comédienne, cela repasse par un avenant. Est-ce que ça, dès maintenant, vous l'avez déjà acté, et est-ce que si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez ? Et pardon, je complète la question en disant, si vous avez connaissance du fait que ça n'a pas été respecté, c'est-à-dire que ce que vous avez signé n'a pas été respecté, est-ce que vous avez un protocole pour demander le respect des engagements qui ont été pris ? Notre clause de moralité, elle ne détaille pas précisément ça, je vais être honnête là-dessus, mais elle exige de la part du producteur le respect évidemment du Code de travail et de la convention collective. Or, la convention collective, aujourd'hui, elle oblige notamment l'accord préalable des comédiens pour toute scène d'intimité, le fait qu'ils aient lu et que ça a été vu en préparation du film, la façon dont ces scènes vont être faites, etc. Donc je pense que le droit protège déjà en partie les scènes dont vous parlez. Il y a sûrement des améliorations encore à apporter, et nous, si on devait produire un film avec des scènes d'intimité, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, je pense qu'on serait extrêmement vigilant sur ces sujets-là, bien entendu, et qu'on protégerait tout ça. Mais donc oui, notre clause de moralité, elle oblige le producteur à cela, et s'il y a un manquement, on a plusieurs niveaux ensuite, nous, de retour. Faire cesser immédiatement tous ces comportements-là, c'est la première chose, on peut l'exiger. On peut exiger de la part du producteur de suspendre ensuite au générique le nom des personnes visées. Ça, c'est la deuxième chose. Et on pourrait même aller, ça n'a jamais été le cas, mais jusqu'à même attaquer, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais attaquer le producteur pour manquement à ces règles-là. Ça ne s'est jamais produit sur aucune des étapes que vous avez... Non, on n'a jamais rencontré ce cas-là jusqu'à présent. Et concrètement, d'un point de vue de protection réputationnelle et financière, est-ce que sur les préachats, est-ce que vous imaginez que ça puisse être qu'il y ait une évolution, et que effectivement, par exemple, que l'aspect contractuel
très écrit, un peu comme font les Américains, puisse être adapté puisse se mettre en place. Et vous nous avez dit que vous n'étiez pas sur les tournages. En tant que financeur, parfois des gens que vous mettez parfois beaucoup d'argent sur un film. Est-ce que vous imaginez, pourquoi pas, avoir quelqu'un sur les tournages, justement, je ne sais pas si le terme est le bon, mais pour respecter la bonne moralité de ce tournage? Aujourd'hui, il y a plein de réflexions à ce sujet. Ce qu'on sait, c'est il y a deux choses importantes. La première, c'est libérer la parole et s'assurer que le producteur prend bien en compte la parole d'une victime, un signalement, etc. Jusqu'à présent, on n'a pas été en situation de discuter avec un producteur au moment où les faits se présentent. Souvent, nous les avons appris après coup. Et les choses étaient déjà engagées. Et souvent, les producteurs avaient mis en place eux-mêmes, parfois dans l'improvisation, ça a l'air d'être léger. C'est pas léger du tout. Ils y ont beaucoup réfléchi, mais ils ont mis en place des choses. Il faut voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de protocole spécifique. Et je pense que la première chose qu'on pourrait reprocher à un producteur, on n'a pas été en situation de le faire, c'est de ne pas avoir pris en compte la parole. Tout ce dispositif vise à la faire émerger. Là encore, dans les réflexions en cours dans la profession, il y a l'idée qu'il y a des films sur lesquels les producteurs, puisque ce sont eux les chefs d'orchestre, auraient un comportement vertueux au sens où ils mettent en place un certain nombre de protocoles. C'est la boîte à outils de ce fameux rapport dont on parle, qui essaye d'être le plus concret possible, parce qu'à sa source, il y a des productrices qui ont été confrontées à des problèmes sur lesquels personne ne pouvait les aider. En gros, il a fallu prendre en compte la parole des victimes et agir. Donc il y a certainement des films sur lesquels les choses seront vertueuses, d'autres sur lesquels on apprendra que le producteur n'a pas mis en place les protocoles nécessaires. Et dans ces cas-là, je n'y ai pas été confronté, mais on peut réfléchir à d'autres dispositions plus violentes. Je vous remercie. Alors, Madame Thiébaut-Martinez. Je vous propose qu'on pose pose 3 questions à suivre, et comme ça vous répondrez aux 3. Donc, Madame Thiébaut-Martinez en premier. Merci pour votre présentation et les explications que vous avez données. Là, vous vous placez, on est surtout dans une discussion où on se place du côté du producteur, de la personne qui fait le film et qui vient chercher un financement auprès de Canal+. Aujourd'hui, la loi, elle prévoit, notamment le Code du travail, et je pense que les acteurs relèvent du Code du travail. Elle prévoit elle protège en tout cas les salariés contre l'agissement sexiste, contre le harcèlement sexuel, etc. Ce que vous dites, en fait, ça met en lumière une chose, c'est que vous vous préoccupez de ce qui pourrait être dit par un producteur, par un réalisateur. Par contre, on n'est pas du côté de la victime. Est-ce que du côté de la victime, pour favoriser la révélation des faits, est-ce que vous avez mis en place des choses? Parce que finalement, quand on réfléchit un peu à votre rôle de financeur, un rôle qui est extrêmement important pour la production d'un film, est-ce qu'à un moment, vous avez envisagé, vous vous êtes positionné vis-à-vis de victimes potentielles? Est-ce que vous vous êtes porté, je ne vais pas dire comme un tiers, mais en tout cas comme un interlocuteur à l'écoute des victimes, ou est-ce que vraiment vous êtes toujours dans la relation avec le réalisateur, donc notamment dans le cadre de cette clause de moralité? Donc ça, c'est une première question. Deuxième question sur la clause de moralité, c'est combien de fois vous avez engagé la clause de moralité à l'encontre d'un producteur qui avait signé un contrat? Combien de fois ça vous est arrivé en 40 ans de Canal+? Donc ça, c'est sur la partie production des films. Et je voudrais revenir au départ, parce que vous avez beaucoup insisté sur les actions que vous avez mises en œuvre en interne du groupe Canal. Est-ce que vous estimez que, compte tenu de la spécificité, déjà, est-ce que vous considérez que votre activité est spécifique? Et est-ce que cette spécificité, c'est ça qui vous a conduit à avoir une approche particulière du harcèlement, des violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail? Ou est-ce que vous avez simplement, si je peux dire, mis en place un protocole d'accompagnement qui est similaire à ce qu'on trouve dans n'importe quel autre groupe ou quelle autre grande entreprise, quoi? Voilà. Merci, monsieur Amir Chahi.
Bonjour mesdames, messieurs. Je comprends bien qu'il y a une position différente, donc vous êtes préacheteur ou coproducteur. J'entends bien. Et je voudrais souligner, c'est pas comme ça que l'a formulé notre honorable rapporteur, mais une question de traçabilité, savoir effectivement lorsque vous êtes préacheteur, quels sont les dispositifs que vous mettez en place. Cette question de traçabilité est maintenant très courante dans le champ commercial, à peu près dans tous les domaines. Je veux savoir si vous avez, dans ce cadre-là, vous adjoignez l'obligation de regarder quels sont les critères de cette traçabilité au regard des conditions de la production, et ça renvoie à toutes les questions qui vous ont été posées. Mais je voudrais vous poser une question, enfin deux questions très courtes et sur d'autres sujets. Le premier sujet, c'est la place des mineurs dans le cadre des castings et des films, une question que j'ai déjà posée dans le cadre d'une autre audition. Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers d'alerte ? Pour des raisons évidentes que je ne développe pas faute de temps, mais vous en comprenez l'importance, évidemment, au regard y compris des témoignages qui ont été ceux de nombreuses comédiennes, en particulier, comédiens aussi. Et la deuxième question est liée à l'industrie du porno, car on n'en a pas parlé, et Canal+ est un financeur éminent de cet écosystème et de production et de réalisation, toute une série d'acteurs de l'industrie reconnaissent le rôle éminent de Canal+ en ce domaine. D'ailleurs, c'est une des rares choses à laquelle M. Bolloré, quand il a pris les commandes, n'a pas remis en cause. Notamment quelques magazines et rendez-vous spécialisés. Pour des raisons, je ne juge pas la moralité, quelqu'un parlait de bonne moralité, je ne suis pas sur ce terrain-là, je veux juste savoir si sur ces œuvres particulières où la question de la violence sexiste et sexuelle a été mise en scène, longtemps déployée comme une normalité, avec des références derrière qui sont dangereuses, on le voit en termes de mimétisme démultiplié dans la société auprès d'un public de plus en plus jeune. Et avec cette remarque, c'est ma question, que souvent il a été dit du côté du groupe Canal+, que si Canal+ n'était pas là, on aurait une sorte de démultiplication de vidéos libres sans contrôle, etc. Or, manifestement, ça n'a pas empêché le déploiement de ce type de tournage en séquence courte, qui plus est. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez comme philosophie, comme pratique, comme protocole dans ce domaine, à la fois dans les contenus de production, mais aussi dans toute la chaîne du préachat ou de la coprod jusqu'à la diffusion. Merci, Monsieur Taverne. Si vous pouviez faire une question courte, ce serait top. Et Madame Melchior. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je vais essayer d'être très court, sachant qu'en plus il y a une question à laquelle vous avez déjà répondu, donc on va gagner quelques secondes. Non, mais effectivement, merci pour vos explications. Vous avez fait preuve de bienveillance à mon sens, puisque vous utilisez quand même des formules très fortes. Environnement de travail sécurisé, dignité, tolérance zéro, une charte. Donc là, pour le coup, effectivement, vous êtes véritablement dans la bienveillance. Non, mais c'est vrai, lors de la précédente mandature, nous avions, et d'ailleurs, monsieur le rapporteur a posé la question sur les coordinateurs d'intimité, et pour le coup, c'était des coordinatrices d'intimité. Et c'est vrai qu'on a vu leur rôle prépondérant, et on a fait le parallèle avec les États-Unis, où aux États-Unis, c'était vraiment légiféré, et pour le coup, c'était obligatoire. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez justement de la place des coordinateurs d'intimité, justement, dans l'audiovisuel, dans le cinéma en général. Et ensuite, selon vous, quelles pourraient être les initiatives pour véritablement sensibiliser vos partenaires pour les violences, parce qu'on parle des violences sexuelles, mais il n'y a pas que ça, il y a les violences psychologiques aussi. Donc voilà, quelles seraient à votre avis les pistes de réflexion justement pour essayer d'améliorer les dispositifs ? Merci. Et la dernière question, ce sera de Madame Melchior, et ensuite on vous laissera la parole pour répondre à toutes ces questions. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, moi je souhaitais revenir sur la politique RSE. Donc il y a beaucoup de choses de mise en place. Alors je ne sais pas si ça a été une mise en place progressive et si vous pouvez mesurer à chaque étape en fait les résultats. Et s'il restait quelque chose à faire, qu'est-ce que ce serait ? Et on a beaucoup parlé des victimes. Que faites-vous des auteurs après une enquête administrative ? Quand il y a une enquête pénale, une enquête judiciaire en parallèle, comment vous articulez les deux? Merci. Merci, la parole est à vous. Alors je vous propose de vous répondre déjà sur ce que l'on fait en interne, parce que c'est vrai qu'on a une tolérance zéro, et Sylvie peut en parler, et tout ce qu'on a mis en place, sachant qu'il y a à la fois nos antennes et il y a à la fois l'entreprise. C'est-à-dire que, notamment par exemple quand on a fait avec notre rédaction sport le documentaire « Je ne suis pas une salope mais une journaliste »,
Ça a permis à la parole des femmes dans les rédactions sportives de se libérer. Et on a été précurseurs. Ou quand on a fait un documentaire également dans le sport, Faut qu'on parle, sur l'homosexualité dans les différents sports, là aussi on a été précurseurs. Donc il y a l'antenne où on essaye d'être le plus précurseur possible, et également dans l'entreprise, quand on fait par exemple la première nuit gay il y a 40 ans, aujourd'hui on fait attention à ça. Donc peut-être sur la tolérance zéro au sein de l'entreprise et la politique RSE qu'on a mise en place depuis assez longtemps, puisque nous avons la chance d'avoir un président qui, avant que ça soit RSE, a mis en place une responsabilité sociétale de l'entreprise très forte. Sylvie. Bien, bonjour à tout le monde. Effectivement, donc avant de répondre, juste préciser que je suis juriste en droit social de formation et donc effectivement une professionnelle du droit du travail depuis maintenant plus de 30 ans. Donc c'est des sujets effectivement que je connais bien et que je pratique bien dans l'entreprise. Et pour répondre à votre question, madame, de tout à l'heure, effectivement, on a mis en place un protocole dans l'entreprise qui est, notre objectif n'était pas juste de cocher la case pour dire ça y est, on a répondu à l'obligation du Code du travail et on passe à autre chose. Au contraire, on est parti bien évidemment de la base légale, de ce que nous demande le législateur, et de voir, et en lien avec les partenaires sociaux, de voir comment on pouvait améliorer ce dispositif minimal pour assurer effectivement la garantie de notre obligation de sécurité résultat dans l'entreprise, sur ce sujet qu'on évoque aujourd'hui bien évidemment, mais sur l'ensemble des sujets liés à la sécurité dans l'entreprise. Et ce protocole qu'on a donc établi en lien avec les partenaires sociaux, avec le CHSCT à l'époque et aujourd'hui la CSSCT, qui a un rôle très actif justement sur ces sujets-là, et je tiens à le souligner, parce que pour participer à pas mal de colloques avec des collègues DRH, la CSSCT a parfois du mal à trouver son rôle, et là je trouve que chez Canal, elle est vraiment pleinement associée, et on a un vrai travail de dialogue et de coordination avec nos élus. Et donc effectivement, dès qu'il y a un fait de cette nature qui est relevé au sein de l'entreprise, donc on en discute avec la secrétaire de la CSSCT, qui est également référente harcèlement côté partenaires sociaux, et on décide conjointement de mettre en place une enquête. Donc on convoque un CSSCT extraordinaire, on désigne le représentant élu qui va participer à l'enquête, et côté RH, on a désigné un représentant qui va également participer à l'enquête. L'objectif, c'est que des deux côtés, il y ait une neutralité la plus parfaite. Donc ça ne doit pas être quelqu'un qui appartient à la direction où se sont passés les faits, on ne doit pas connaître les personnes pour garantir vraiment une neutralité la plus parfaite. Et ensuite, donc on va entendre la victime, bien évidemment, le mis en cause. Et là, vous avez tout à fait raison, ce qui est très important à ce stade, c'est de s'occuper aussi de la santé à la fois de la victime, mais aussi du mis en cause. Parce que c'est, pour certains, il y en a qui peuvent ne pas se rendre compte qu'ils ont commis un acte qui ne se fait pas ou des propos qui ne se disent pas. Donc le ciel leur tombe parfois sur la tête quand on les écoute. Et donc c'est aussi important de s'assurer que la personne aussi mise en cause va avoir un accompagnement tout au long de l'enquête pour s'assurer aussi de sa santé physique. Et bien évidemment, ce qui est primordial, c'est la santé de la victime, qui elle également est prise en charge par notre service médical si jamais il y avait besoin. Donc le service médical, les infirmières, notre médecin du travail est parfaitement impliqué aussi dans le process. On a une ligne d'écoute stimulus et on travaille aussi en particulier avec une psychologue externe qui nous accompagne aussi en interne et qui intervient aussi au sein de l'entreprise s'il y avait besoin. Ensuite, l'enquête se déroule conjointement. Donc partenaires sociaux et direction, on reçoit ensemble les témoins, on garantit bien évidemment la confidentialité, c'est un point très important des témoignages que l'on reçoit, et ensuite on fait un rapport d'enquête qui est partagé avec les partenaires sociaux et avec la direction, et c'est ensuite la direction générale ou les managers qui sont concernés par les faits qui se sont produits et là où la personne mise en cause est concernée, qui vont décider de la nature de la sanction, et on fait un retour à la fois à la victime et à la personne mise en cause sur le déroulé de cette enquête et les conclusions qui sont rendues. Donc on va vraiment très très loin dans le process et on est vraiment en amélioration continue de ce process. Et là, j'envisage prochainement de mener une formation filière RH et élus conjointe ensemble pour qu'on s'améliore encore sur comment conduire ces enquêtes, pour qu'on aille plus loin. Et pour faire cette formation avant, on va faire, parce qu'il y a eu à peu près une petite dizaine d'enquêtes depuis 3-4 ans qui ont été menées chez Canal, de faire aussi un retour d'expérience ensemble. Donc je vais convoquer l'ensemble des enquêteurs des deux côtés pour
pour qu'on partage ensemble aussi comment on a vécu ces enquêtes, ce qu'on peut améliorer, le ressenti aussi des enquêteurs, parce qu'il faut aussi prendre soin de nous, parce qu'on reçoit beaucoup d'émotions au moment où on entend à la fois la victime et les personnes mises en cause. Et donc, à partir de ce travail qu'on va faire collégialement, monter une formation pour encore améliorer un peu plus notre procédure interne. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments de réponse aux questions qui vous ont été posées? Alors, peut-être pour la RSE. Oui, sur la situation particulière de notre activité, je pense que on peut, les points problématiques en fait, liés à ces situations, c'est souvent lié aux situations de pouvoir. Et en fait, on a des situations de pouvoir un peu particulières liées à la position des incarnations, où on a parlé tout à l'heure de la réalisation. Donc c'est simplement de mettre en exergue quand on forme nos équipes, ces sujets-là, et que tous nos dispositifs d'alerte sont aussi un moyen de réponse par rapport à cette situation-là. On a embarqué d'ailleurs les incarnations à la suite de certaines enquêtes pour réfléchir avec elles à leur positionnement et à la manière de contribuer avec nous à lutter contre ces sujets. Voilà. Ça, c'était pour la question tolérance zéro et beaucoup de signalements auxquels on donne effectivement des réponses assez rapidement. Je remonte, il y avait également tout ce qui était porno, effectivement, c'est une tradition depuis 40 ans. Alors, les codes parentaux sont extrêmement forts pour permettre effectivement, pour pas permettre aux jeunes et aux enfants de pouvoir accéder à ces films, peut-être sur la fabrication, puisque c'est aussi Laurent qui gère ça chez nous. Alors, concernant le porno, la chaîne depuis 20 ans met en place des dispositifs destinés à rendre ce type de programme. Il faut voir que le film porno aujourd'hui représente une vingtaine de films par an chez Canal, c'est-à-dire une trentaine d'heures de programmes au regard des millions d'heures dont vous parliez qui sont accessibles gratuitement sur des plateformes. Sur de multiples plateformes. Les films ont été accompagnés, je dis depuis 20 ans parce que c'est vraiment le cas, de mise en place, bon, il y a tous les dispositifs réglementaires évidemment, les doubles verrouillages, les codes parentaux, l'inaccessibilité du cinéma adulte. Quand on s'abonne à Canal, il faut faire la demande pour avoir accès aux films pornographiques, on ne les a pas comme ça. Ils sont mis dans une catégorie à part sur MyCanal, il faut des codes pour y accéder. À peu près tous les dispositifs de verrouillage de ce type sont mis en place. Il y a une charte éditoriale qui a été mise en place il y a 20 ans, c'est le premier acte en dehors des dispositifs techniques destiné à faire en sorte que dans les films on ait à la fois le respect de la personne, de l'image des femmes, de la loi en premier lieu même, de l'absence de violence, etc. Cette charte a été renforcée par une charte déontologique quelques années plus tard, puis la mise en place de témoignages enregistrés par les acteurs à l'issue des tournages dans lesquels ils peuvent exprimer, ça c'est à la chaîne directement, comment les tournages se sont passés, la demande de mise en place de coordinateurs, de tiers de confiance, coordinateurs d'intimité sur les tournages. Alors, il faut savoir que les sociétés de production sont des petites sociétés, là encore, qu'on s'est rendu compte au fil du temps que ce serait probablement aller encore au-delà de demander à ce que les coordinateurs d'intimité ne soient pas choisis par la production, mais ce soient des tiers indépendants de nous et du producteur qu'on serait amené à financer, puisque ces sociétés-là ne les financent pas. Alors là, il s'est posé un problème. Cette disposition, on a essayé de la mettre en place depuis quelques mois. Et on s'est rendu compte, c'est une chose dont je discute avec le 50-50 notamment, qu'il n'y a pas de formation adéquate pour un coordinateur d'intimité qui serait présent sur le plateau à 100% du tournage. Et elle nous mettait en garde sur le fait qu'on ne pouvait pas choisir, même des gens qui connaissent cette industrie sans qu'elles aient pu faire cette formation qui aujourd'hui n'existe pas en France. Donc soit il faut attendre et remettre ça à plus tard le temps que la formation existe, soit il faut demander à la personne d'aller se former aux États-Unis, au Canada, où ces formations existent. On en est là, mais on a cherché au fil du temps toujours à améliorer les dispositifs destinés à protéger... Imposer des femmes à la réalisation.
réalisation. Alors, à Ovidie j'y venais, il y a ce point de vue éditorial aussi qui a commencé avec Ovidie, mais un certain nombre de réalisatrices ont suivi le chemin, et un type de film pornographique réalisé par des femmes avec un point de vue féminin sur la sexualité, le plaisir, etc. Enfin, elles ont chacun apporté leur touche, a été glissé au sein du line-up du modèle de ces 20 films proposés. Pardon, c'est un terme grossier américain pour parler de la programmation ou d'une liste de films qui serait celle d'un producteur ou d'un diffuseur, par exemple. Merci. Monsieur le... Il y avait encore... Nous n'avons pas répondu sur la place des mineurs et des enfants sur les tournages. Pardon, bonjour. Non, c'était vous, monsieur. Pardon. On est en train de tourner actuellement un film avec des mineurs, donc pour le coup là, on est en tant que producteur, donc on est assez formé là-dessus. Il y a des dispositifs qui existent, qui sont en train de se développer et qui sont, en tant que producteur, déjà, on a des obligations, évidemment, d'autorisation de la DRIES, ça je pense que vous savez, de respect d'un volume horaire, évidemment, pour les enfants adaptés en fonction de leur âge. D'un consentement à donner, d'un accord des mineurs de plus de 13 ans pour tourner ce film-là. Donc ça, c'est des dispositions légales, je les lis pour ne pas en oublier. Au-delà de ça, nous, on a mis en place tout de suite un référent petite enfance sur le tournage. C'est d'ailleurs devenu légal depuis cet été, le CNC l'impose maintenant sur les tournages, mais c'est une très bonne mesure, et on l'avait de toute façon anticipé, nous, sur ce tournage-là, en l'occurrence. C'est quelqu'un d'indépendant, formé à la petite enfance et qui connaît le milieu, le plateau, le tournage, la production, et qui est là toute la durée du tournage pour s'assurer du bien-être des enfants, de leur bon traitement, du respect des volumes horaires, et qui est indépendante, qui n'a pas de lien hiérarchique avec personne sur le plateau. Donc ça, on l'a mis en place immédiatement pour protéger les enfants qui sont pour le coup jeunes dans le film que l'on tourne, qui est un film familial, mais... Donc on a toutes ces mesures-là qui nous permettent aujourd'hui, et c'est un dispositif qui fonctionne. Il y a encore sûrement des améliorations à y apporter, mais pour l'instant on en est là, de la protection de l'enfance. Merci. Répondre à la question de la traçabilité. Allez-y, appuyez. Répondre sur la traçabilité des films, ce qui est important sur un film, à partir du moment où on décide de le préacheter, les équipes de Laurent, qui font une grande diversité dans les choix, c'est ce qui fait la force de l'offre Canal+. Les films sont produits, ils sont sortis en salle, c'est important, donc déjà tous les journalistes qui voient les films, donc déjà on sait s'il y a eu des choses sur les films ou pas. Je vais donner 2 exemples après pour qu'on puisse y revenir. Et après, le film arrive 6 mois après sur Canal+, donc on a le temps de savoir vraiment tout ce qui s'est passé sur le film. Il y a 2 exemples qui me viennent en tête. C'est le dernier film biopic de l'abbé Pierre, qui est sorti en salle, que l'on a diffusé avec un énorme succès, et qu'aujourd'hui on ne peut plus proposer, puisqu'il y a un problème de sens, c'est que ce n'est pas du tout la vraie vie de... Et il y a les 200 personnes qui ont travaillé sur le film. Et un autre film qu'on n'a pas pu encore sortir en salle, qu'on a préfinancé, c'est le dernier Benoît Jacot, Belle. Donc peut-être revenir aussi pour expliquer un peu comment ça se passe sur ce film, qui pour l'instant est en point d'interrogation. Alors effectivement, il y a... Non, c'est bon. Non, c'est appuyé. Oui, je peux répondre sur le film de Benoît Jacot, comme d'ailleurs il n'est pas le seul, il y a un autre film sur lequel il n'y a pas eu de problème particulier sur le tournage, ce sont des problèmes antérieurs qui sont venus entacher les films eux-mêmes et qui complexifient, voire rendent impossible leur sortie. Aujourd'hui, on est dans une situation où les différents partenaires, sur l'un d'entre eux, il y a France Télévisions aussi, enfin, il n'y a pas que Canal, il faut voir que sur les films, je parlais de notre rôle à l'extérieur des plateaux, on est un partenaire important en nombre de films, mais on est un des multiples partenaires des films. Donc ce sont des questions qui se posent pour tous ceux qui sont autour de la table, se sont réunis à un moment donné pour financer un long métrage. Le distributeur est en première ligne au moment de la sortie, parce que c'est lui qui est confronté au public et aux salles de cinéma. Mais en fait, ça concerne toute la chaîne. Donc sur ces films-là, il y a aujourd'hui des réflexions sur une absence de sortie, une petite sortie, et pour l'instant, les décisions, à ma connaissance, ne sont pas prises. Elles sont entre les mains des producteurs et distributeurs qu'ils partagent avec nous. Je pense
que cette situation-là, et pour répondre à des questions qui étaient posées un peu plus tôt, sont liées au fait que alors sur ces deux films, comme les faits sont antérieurs, c'est compliqué, mais sur des violences constatées sur les tournages, il peut y avoir, en tout cas c'est les réflexions en cours des films sur lesquels des protocoles sont mis en place, qui font que les films ne s'arrêtent pas forcément, que les producteurs mettent en place des outils pour protéger les victimes, pour mener des enquêtes s'il y a des signalements, pour protéger leur plateau, c'est leur rôle. Et qui, même en amont, en termes de prévention, peuvent avoir fait faire des formations à tous les techniciens, fait des réunions préalables s'il y a des scènes compliquées sur les films. Il y a des tas de dispositifs qui aujourd'hui n'existent pas dans la loi, ni même dans les accords interprofessionnels. Et je parle d'accords interprofessionnels parce que je pense vraiment que ça concerne tout le monde. On parle de Canal ici, on est un point, et à un moment on est actif en termes de diffusion, au moment où on finance les films, mais avec l'ensemble des partenaires, on est confronté à des films sur lesquels il y a pu y avoir des actions menées par les producteurs, des actions responsables, et d'autres où il n'y en a pas eu. On va y revenir, je pense. Monsieur Balanant, et après, moi, j'ai une série de questions aussi. Merci. Bon, vous nous avez expliqué tous les efforts que vous faites pour que tout fonctionne le mieux possible. J'aimerais revenir sur 3 situations sur lesquelles j'ai quand même un peu l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans la tolérance zéro. La première situation, c'est que vous avez un animateur vedette d'une de vos chaînes qui a été condamné en première instance pour corruption de mineurs et qui, en 2023, a été condamné pour harcèlement sexuel. La chaîne, qui est une chaîne du groupe Canal+, CNews, a maintenu l'animateur à son poste, à chaque fois. Donc, par rapport à cette problématique et à cette doxa de tolérance zéro, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, dans ce cas-là, la personne en question, et je peux citer, c'est Jean-Marc Morandini, est toujours à l'antenne, il l'était à l'antenne ce matin. Premier point, et pour répondre de façon globale sur ces critiques que l'on peut vous faire, ou ces interrogations plutôt, je vais grouper les 2 autres situations. L'autre situation, c'est au cours d'une émission, ce que des personnes ont appelé l'affaire Loana, le comportement des chroniqueurs et certaines questions posées semblait trahir une incompréhension du traumatisme qu'elle avait pu subir, traumatisme qui est le viol en l'occurrence, et les conséquences notamment sur la mémoire et l'élocution de la victime en question, où effectivement, moi j'ai vu les images, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre un peu du sadisme, de se moquer de l'invité, et peut-être que dans cette idée d'éthique que l'on peut avoir sur ces sujets-là, je pense que l'interview aurait pu se passer différemment. Et donc la question simple, est-ce que vous avez diligenté ou pris des sanctions, une enquête sur les animateurs en question? Et dernier point, dans le même ordre d'idées, c'est l'histoire ou l'affaire des baisers forcés sur C8, qui ont amené des sanctions de l'Arcom. Il y a eu des sanctions prises par l'Arcom. Pourquoi, là aussi, et quelles sont éventuellement les choses qui ont été mises en place dans ces cas-là? Alors, de manière prophylactique, si vous me permettez, je sais peut-être que vous allez me parler que ce sont des affaires pénales et qu'il y a la présomption d'innocence, effectivement, mais en droit du travail, il n'existe pas de présomption d'innocence et l'employeur doit prendre des mesures conservatoires immédiatement, tout simplement pour la sécurité et la santé des autres employés et de la protection des salariés. Donc voilà 3 questions qui sont peut-être un peu plus fâchantes que celles précédentes. Allez-y, répondez et ensuite je vous en poserai. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Effectivement, concernant tous les collaborateurs qui travaillent en interne et quand les faits se sont passés dans les lieux de l'entreprise, nous sommes à même de pouvoir prendre une décision parce que nous avons tous les tenants et les aboutissants. Concernant Jean-Marc Morandini, vous avez parlé de présomption d'innocence, c'est un collaborateur qui travaille de manière extérieure
et dont l'émission est produite sur CNews tous les jours. Aujourd'hui, il a fait appel, donc il est dans la présomption d'innocence. Vous connaissez notre réponse, on l'a déjà donnée dans la presse. Donc pour nous, il est innocent et il n'est pas coupable, donc on ne va pas jouer le rôle de la justice. Je ne suis pas juge et nous ne jugerons pas Jean-Marc Morandini. Nous non plus, mais en tant qu'employeur. Pardon, en tant qu'employeur, est-ce que vous estimez, dans un cadre de mesure de protection des autres salariés, vous pourriez prendre des décisions? Parce que c'est le Code du travail vous permet éventuellement de vous dire, bon, peut-être que pour, un, préserver aussi peut-être la réputation de la chaîne, pourquoi pas, et deux, préserver la santé et l'intégrité de certains salariés, prendre des décisions conservatoires qui ne sont effectivement pas des condamnations. Que permettent le droit du travail. Que permettent, évidemment, j'ai oublié de le préciser, complètement le droit du travail. Faudrait-il qu'il soit le collaborateur de la chaîne? Il n'est pas collaborateur de Canal+, c'est un prestataire, son émission est produite, donc on est dans le cadre non pas du droit du travail, mais du droit des affaires, et son émission est même produite à l'extérieur, puisque en 2017, suite à la grève de e-télévision, nous avions convenu avec les salariés de Canal+ et les syndicats que l'émission serait produite à l'extérieur de Canal+ et de CNews. Donc en 2017, nous sommes donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans après, nous n'avons pas changé de point de vue. Il y a présomption d'innocence sur un prestataire qui rencontre en plus un énorme succès tous les matins et il n'y a aucun problème d'image concernant la chaîne. Merci. Alors, je vais enchaîner sur d'autres questions. Il y a Daphné Roulier aussi qui s'est plainte de plusieurs comportements de sexisme. Elle dit d'une vedette du petit écran qu'elle a été coincée dans un couloir, qu'on lui a dit « t'es bonne, tu viendrais pas me rejoindre dans ma chambre », qu'on lui a proposé un plateau moyennant une mammoplastie, qu'elle a dû se retirer de l'antenne, enfin qu'on lui a proposé, qu'on l'a menacée de se retirer de l'antenne en raison de sa grossesse. Il y a l'affaire Pierre Ménez en 2021, sur la réaction duquel j'aimerais vous entendre. Il y a Cyril Eldin, plus récemment, qui a été lui aussi mis en cause. Donc en fait, la question, c'est dans ces cas-là, dans les cas que nous pointons, et j'ajouterai un dernier cas qui est la production de l'adaptation du livre d'Éric Zemmour, dont j'ai entendu que vous le financiez à minima, ou je ne sais pas si vous êtes producteur ou financeur, et dont 8 femmes parlent de comportements déplacés de sa part. Là, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites très concrètement dans ces situations-là? Merci. Alors, réponse situation par situation. Concernant Daphné Roulier, c'était antérieur en tout cas à mon arrivée à Canal+, et j'ai une excellente relation avec Daphné Roulier, et j'en ai jamais entendu parler, que ce soit par elle ou par son mari, et je n'étais pas, et personne n'était aux commandes de la chaîne quand ça s'est passé. Si ça avait été lors de ma direction, ça serait passé différemment, et on aurait agi, ce qui a été le cas pour Pierre Ménès. Pierre Ménès, moi j'arrive en 2017, après la Covid, il y a eu un comportement extrêmement déplacé qui a été relevé par un de ses directeurs. Il a été convoqué, il a eu un avertissement pour un comportement déplacé dont je ne vais pas me détailler ici. Avec Mathilde Schwartz, on l'a convoqué, il a eu un avertissement. À partir de là, il y a eu le documentaire qui a libéré la parole. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Et à partir de là, la parole s'est libérée. C'est pour ça qu'on fait ce genre de documentaire. Et on a vu qu'au niveau de l'entreprise, plusieurs personnes ont témoigné. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a d'abord retiré de l'antenne, on l'a mise à pied. Et on a lancé, il se trouve qu'on était tous les deux avec Sylvie, une enquête. On va parler de cette enquête. Effectivement. Ça a été une enquête importante puisqu'on a reçu près de 42 personnes en témoin, donc avec une représentante syndicale à mes côtés, parce qu'on a mené l'enquête toutes les deux. Et donc effectivement, donc ça sur 2 mois, on a reçu donc 42 personnes pour faire la lumière sur les faits qui étaient portés à notre connaissance, parce qu'effectivement, là encore, c'est aussi
par ce reportage que les faits ont été mis en lumière. Et donc un plan d'action a été proposé, hormis aussi les mesures plus particulièrement destinées envers Pierre Ménès. Il y a eu aussi un plan d'action plus global qu'on a mis en place parce qu'effectivement, on s'est aperçu à travers cette situation que la situation, ce qu'on appelle chez Canal des incarnations, donc des personnes qui sont connues, n'était pas forcément un sujet qui avait été pris en compte à l'époque et que c'était un axe de travail sur lequel il fallait effectivement travailler. Et donc, ça fait partie des propositions qu'on a fait à Gérald Brice, qu'il a repris d'ailleurs, puisqu'il y a tout un plan d'action qu'on a mis en place suite à cette affaire pour justement sensibiliser les incarnations sur ce sujet du harcèlement et des violences sexuelles. L'enquête a été menée, elle a été présentée lors d'un CSE et nous nous sommes séparés de Pierre Ménès, de l'entreprise. Et concernant Cyril Eldin, c'est une affaire qui ne concerne pas l'entreprise, mais il n'est plus collaborateur de Canal+ aujourd'hui. Monsieur le rapporteur. Juste, vous n'avez pas complètement répondu, mais c'est pas, on va y revenir sur les deux cas dont je parlais, sur l'affaire Loana et sur les chroniqueurs. Parce que la question, le rebond que je voulais faire, et je vais le faire maintenant, c'est est-ce que vous avez mis en place, en plus des éventuelles mises à pied, avertissements, mises en garde, engueulades peut-être, qui peuvent avoir tension. Est-ce que vous avez mis en place, à la suite de ça ou précédemment à ça, aussi des formations sur les chroniqueurs, des formations au VSS, et puis pas que au VSS d'ailleurs, aux sujets qui sont parfois des sujets d'écoute et de traitement des victimes. Moi, j'ai été une fois sur le plateau de Cyril Hanouna sur des cas de harcèlement scolaire, et je leur avais dit, moi, si ça part n'importe comment, je quitterai le plateau immédiatement. Ça s'était, je trouve, moyennement bien passé. Je trouvais qu'il y avait une façon de traiter le sujet qui était très limitée. Et donc là-dessus, sur la question de dès que vous avez des intervieweurs, des chroniqueurs qui sont face à des victimes, est-ce qu'ils sont formés pour avoir une parole particulière et la parole particulière que l'on doit aux victimes? Vous n'avez pas quitté le plateau déjà, donc c'est bon signe. Je sais que Mme Rousseau est venue également sur le plateau de TPMP pour donner son expérience. J'en garde un souvenir ému. Nous également. Sur Loana, il faut savoir que Loana est une collaboratrice de la société d'H2O et que nous la suivons depuis très longtemps et nous essayons de l'aider. Et c'était important qu'elle vienne témoigner, mais on aurait pu mieux faire l'interview. C'est dans le débriefing et dans les tensions qu'on a eues après. Mais c'était vraiment dans un acte de bienveillance qu'elle-même souhaitait venir en parler. Nous souhaitions parler de ces problématiques. Et nous sommes aussi derrière elle dans une période très difficile et précaire qu'elle traverse. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que nous aurions dû mieux faire l'interview. Concernant les chroniqueurs, il y a une formation qui a été mise en place. Et c'est vrai que nous avons été tirés plusieurs fois par la manche par l'ARCOM. Des fois très fortement, des fois sur plusieurs débordements qu'il y aurait eu dans l'émission, à juste titre, ou des fois je pense que ce n'est pas à juste titre, mais je crois que là on a une vraie formation qui a été faite sur l'émission et on a composé le plateau de TPMP d'une certaine façon avec du renfort de Pascal Latour-du-Pin et d'autres qui sont venus dans l'émission. Et c'est vrai que nous n'avons plus de problème depuis quasiment un an sur l'émission. Et nous avons un traitement très particulier des victimes. Et je suis très heureux parce que c'est une émission qui en plus fait des records en termes d'audience. Et nous avons une responsabilité par rapport à cette émission qui touche des jeunes publics. Donc je suis d'accord avec vous, on a fait cette formation pour qu'on soit encore plus attentif aux interviews sur notamment des victimes. Mais les victimes sont toujours les bienvenues sur notre plateau. On est attentif aux victimes, on est attentif également à l'avocat de toutes les parties. Vous ne m'avez pas répondu sur l'adaptation du livre d'Éric Zemmour. J'allais le faire, Madame Rousseau. En fait, il s'agit d'un des livres qui sont des livres les plus populaires de cet auteur. Et nous avons en effet un projet, nous avons pour l'instant un développement pour une adaptation en documentaire. Il s'agit du suicide français pour la chaîne Planète.
Voilà. Mais si cet auteur est condamné, on reverra notre position. Ce qui n'est pas le cas, je pense, aujourd'hui. Donc en fait, là, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut attendre d'être condamné. Non, pardon, il faut attendre d'être condamné. Et en fait, vous nous avez dit sur toute la première partie que vous faisiez de la prévention. Et donc, la question est où se situe le curseur? Est-ce que ça dépend des personnes ou est-ce que ça dépend des situations? C'est très, 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 très simple quand il s'agit, parce qu'en fait, c'est ça qu'on a eu la possibilité d'expliquer un peu notre travail. C'est 2000 collaborateurs Canal+. Il y a beaucoup de choses qu'on produit de nous-mêmes, tout ce qui se passe sur notre périmètre. Et on a 2 rédactions, la rédaction des sports de Canal+, et la rédaction de l'information de CNews et de C8. Donc tout ce qui est sur notre périmètre, et à partir du moment où, avec Sylvie, nous avons connaissance des faits qui ont lieu dans l'entreprise, nous sommes dans la tolérance zéro. Quand on n'a pas les éléments de pouvoir juger, on laisse la justice faire son travail, tout simplement. Je ne suis pas un juge, je suis un directeur général, je suis en charge des collaborateurs, des salariés, et on est très attentif à eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que M. Amir Chahi avait demandé la parole, non? J'avais une question supplémentaire. Je crois que Caroline Mercari s'était plainte du comportement dit misogyne et explicitement mettant en cause, c'était paru dans la presse, de la part de M. Pro. Je ne sais pas si derrière, un peu comme M. Balanan vous l'a demandé, il y avait eu des dispositifs de rappel ou en interne, en tout cas, vis-à-vis du groupe, pour savoir s'il avait su adapter, à défaut du ton, manifestement non, mais en tout cas de son comportement et d'un certain nombre de propos. Et j'ai trouvé, je me permets de dire quelques réserves sur vos réponses de tout à l'heure. Le temps nous est limité, donc je ne vais pas entraver la bonne tenue de la commission d'enquête, mais les réponses insuffisantes quant au porno, en particulier tout à l'heure. Parce qu'une charte qui date d'il y a 20 ans, revue dans une autre cas de déontologie, il y a 2 ans, je crois que vous avez fait un code de déontologie, il y a 2 ans, me paraissait quand même assez limité. Au-delà des tournages, des œuvres elles-mêmes, dont il a été quand même établi que dans leur diffusion, elles étaient explicitement vecteurs de diffusion, de banalisation de la violence sexiste et sexuelle. Ontologiquement, je veux dire, sans juger, encore une fois, sans jugement de valeur sur l'œuvre. Pardon, c'est moi. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des députés? Monsieur Balanan, et ensuite vous répondez à l'ensemble. Oui, juste avant de repasser au cinéma et sur une série de questions de comment on peut améliorer un certain nombre de choses, revenir sur les propos que vous venez d'avoir et sur la question de... Je suis peut-être un peu lourd avec ça, mais c'est mon passé de commissaire aux lois peut-être qui remonte, mais sur cette histoire de présomption d'innocence. Moi, évidemment, il y a une présomption d'innocence en matière pénale. Mais je le redis, l'employeur, quand il a des faits, il doit prendre un certain nombre de mesures, et vous en avez pris pour certains. Vous en avez pris des mesures pour Monsieur Ménez, et vous nous dites aujourd'hui sur d'autres cas, sur des cas à l'instant, vous nous dites nous prendrons d'éventuelles mesures si il y a une condamnation. Alors, voilà. Et après, je reviendrai sur des questions, si Madame la Présidente me l'autorise, sur des questions du retour au cinéma pour avoir des points. Voilà. Au porno, parce que en fait, on s'est peut-être mal exprimé, ce qu'on a dit, c'est qu'on a pris le sujet il y a déjà 20 ans, on n'a pas attendu ces dernières années, et qu'il n'y a jamais eu aucun souci avec les œuvres pornographiques diffusées sur Canal+. Donc c'est important de le dire. Et Laurent, c'est ce qu'il a voulu expliquer, et que nous avons été les premiers à mettre des femmes pour réaliser des films de ces œuvres de ce type-là. Je pense à Ovidie, et en plus Ovidie qui crée aussi une série comme Des gens bien ordinaires, qui vraiment fait une fiction qui a eu un prix international. Donc vraiment, sur le porno, c'est quelque chose qui est maîtrisé sur Canal+. On parle de 20 œuvres par mois, et ce sont des productions par an. Par an, c'est pas une envie personnelle, c'est une confusion. Donc 20 heures, et c'est vraiment maîtrisé, monsieur le député, et je vous le dis, vraiment là c'est quelque chose qu'on maîtrise énormément. Laurent et moi, nous sommes très attentifs avec Jean-Marc Jeramy sur ce sujet. Sur le deuxième sujet, sur le cas du journaliste en question, ce sont des faits qui se sont passés devant les yeux
de collaborateurs avec des collaboratrices de l'entreprise qui se sont plaints et qui sont revenus vers nous. Donc on était à même de juger sur un collaborateur avec des collaboratrices qui est sur les... Je ne sais pas de quoi on parle. Je n'ai pas les faits, je ne suis pas juge, je ne suis pas enquêteur. Donc pour moi, je ne vais pas sur un article de presse ou sur... à partir du moment où la personne fait appel, pour moi, il y a la présomption d'innocence. Mais c'est valable pour tout le monde. Alors, si je peux juste compléter quand même la réponse qui vient d'être faite et puis répondre peut-être un peu plus précisément aussi par rapport aussi au collectif de travail, par rapport à une situation qui pourrait susciter de l'émotion. Bien évidemment qu'on prend en compte aussi ce collectif de travail et qu'on a mis en place des dispositifs dans l'entreprise pour répondre à notre obligation de sécurité justement. Notamment, on a une ligne psychologique qui est ouverte 24 heures sur 24 et qu'on communique très très régulièrement. Et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure et on l'a mis en place plusieurs fois. On fait venir une psychologue en interne, en groupe de travail collectif, s'il y a besoin de libérer la parole aussi de certains collaborateurs, d'être accompagnés parce qu'ils peuvent vivre à titre personnel une situation difficile ou parce qu'ils se sentent, voilà, il y a des tensions qui peuvent être nées au sein de l'équipe. On met en place tous les dispositifs internes pour justement travailler sur ça et revenir sur un climat de travail qui soit serein. Donc on prend vraiment en compte aussi les conséquences sur le collectif du travail. Alors, moi, j'ai 2 questions. Et après, Monsieur Amir Chahi, je vous redonne la parole. La première, c'est que vous pouvez entendre qu'il y ait un message pour le moins brouillé entre, d'un côté, une politique réelle que vous menez et dont vous témoignez avec, de manière tout à fait convaincante, et de l'autre, le fait de laisser, par exemple, un Morandini ou de produire l'adaptation du film, l'adaptation du livre de Zemmour. Et donc, la question est, quel message vous envoyez ? C'est-à-dire, qui croit-on ? Comment instruit-on la parole entre, d'un côté, une valorisation de ceux qui sont accusés, même si la présomption d'innocence, évidemment, est un sujet constitutionnel et donc incontestable, et de l'autre, tout un tas de dispositifs qui encouragent à la prise de parole, mais quand même avec la starification de ceux qui sont... posée. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que j'entends que tant que la justice n'est pas passée, vous n'agissez pas parce que ça relève de la justice et que ça relève de l'externe à l'entreprise. C'est ça vos 2 arguments. J'ai une question sur les personnes qui auraient été condamnées par la justice. Typiquement, par exemple, je prends un Nicolas Bedos, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Dès lors qu'il est condamné, quelle serait votre politique en matière de production de films, par exemple, ou d'accompagnement? Et c'est une vraie question. Que feriez-vous? On a reçu un scénario écrit par lui il y a 10 jours et on l'a refusé. Voilà. Sans même se poser réellement la question de est-ce qu'on va le distribuer, est-ce que ça a une rentabilité, etc. Voilà. Je ne commenterai pas le scénario. Mais on l'a refusé, évidemment. Enfin, on a un rôle. On ne va pas mettre en lumière des gens qui viennent d'être condamnés. Enfin, en tout cas, on n'a pas envie, nous, de défendre cette position-là. Voilà. Sur la chaîne, je ne dirais pas grand-chose de plus. Nous, on n'a pas reçu le scénario en question. Je... Le micro un peu plus proche. Non, mais c'est des micros, il ne peut y avoir qu'un seul. Sinon, vous voyez déjà le bazar que c'est à la société. C'est vrai. On en a quelques-uns professionnels. Je disais que la réflexion est évidemment du même type sur ce qui concerne l'investissement même en tant qu'acheteur et donc ni coproducteur ni distributeur, mais simplement en tant que diffuseur. Il y a 10 ans, les choses ne se seraient peut-être pas posées en les mêmes termes. Aujourd'hui, évidemment, le milieu, la société et le milieu a évolué. Ça devient une chose impossible en les termes que vous présentez avec l'exemple dont vous parlez. Aujourd'hui. Il y avait Monsieur Amir Chahi. Après, je te donne la parole en dernière question. Ça te va, Monsieur Amir Chahi? Oui, Madame Cavé, vous avez été très convaincante tout à l'heure, enfin très claire en tout cas dans la présentation du dispositif CHSCT, CSSCT. Et la question est simple, quel lien avec la justice le cas échéant? Parce qu'on n'avait parlé que des dispositifs internes. Ça c'est une question. Remarque très prudente, hein, il ne s'agit pas pour la Commission de remettre en cause votre liberté éditoriale. Il y a des gens qui ont été en prison, qui ont commis des crimes et qui ont publié des livres en étant en prison. La question est de savoir quelle est votre doctrine de groupe. C'était tout. C'est une remarque, c'est pas une question.
Monsieur le rapporteur. Oui, juste avant d'avoir deux questions un peu plus techniques pour qu'on essaye de trouver des solutions sur certains aspects, juste un point qui est, encore une fois, Nicolas de Bedos vient d'être condamné, mais il a fait appel. Et donc, à ce titre, il est toujours présumé innocent. Et donc, vous avez M. Morandini, qui lui a été condamné, et qui a été condamné, je pense, en première instance, qui est exactement dans la même situation. Donc voilà. Bon, c'est juste peut-être que c'est une réflexion que vous n'aviez pas complètement... Ouais. Non, j'en veux rien, j'en veux pas du tout. Je n'en veux pas du tout. Moi, je fais juste mon travail de rapporteur d'une commission d'enquête. J'essaye d'être sur des faits et d'être ni juge ni procureur, mais d'essayer de dégager un certain nombre voilà, et puis surtout un certain nombre de choses qui sont faites, bien faites parfois, et voir s'il y a des erreurs, des améliorations. Et à ce titre, justement, sur le cinéma, revenir sur la question de la responsabilité que vous pouvez avoir et sur un sujet qui, à mon sens, est un sujet que l'on pourrait collectivement approfondir pour améliorer les choses. Aujourd'hui, vous avez une clause assurantielle qui permet d'interrompre un tournage. La clause, elle est parmi les assureurs que l'on va avoir, hein, qu'on va auditionner. Cette clause, elle permet à hauteur jusqu'à 500 000 € et pendant 5 jours d'interruption de tournage de prendre en compte les interruptions de tournage, voilà, qui peuvent être sur ces sujets-là. Alors ça, c'est le sujet, mais 5 jours sur un tournage, c'est 500 000 €. Parfois, ça peut être beaucoup plus si par exemple, on a un cas fort et qui demande de changer une équipe entière. Et est-ce que vous pourriez être prêt, vous, en tant que financeur, à vous dire que peut-être les assureurs, et je crois qu'ils ont des projets dans les cartons, pourraient avoir une clause qui serait évidemment payante, parce que celle-là est gratuite. Hein, c'est dans la clause, les contrats d'assurance basiques sur les films. Une clause qui serait payante et qui permettrait justement de traiter des sujets quand ils arrivent, et par exemple d'imaginer qu'on puisse avoir 1 mois de suspension de tournage pour traiter un sujet, changer de réalisateur, pourquoi pas, réalisateur, ou changer d'équipe, ou voire même peut-être imaginer un changement d'acteur dans ces cas-là. Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez que c'est un levier pour assainir ce milieu, sachant qu'on sait et on a bien compris que parfois les gens ne parlent pas parce qu'ils savent que s'ils parlent, ils cassent leur carrière, un travail collectif et tout un projet qui est parfois le projet d'une vie pour certaines équipes. Je vous remercie. Ce sera la dernière réponse à la dernière question et après on clôturera cette audition. Merci. C'est une question et c'est une proposition de travail qui nous intéresse énormément parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, une œuvre, c'est un travail collectif. On est sur 150, 200 personnes qui travaillent sur une œuvre collective. On parle de films et on n'a pas beaucoup parlé de séries. Vous savez qu'on produit beaucoup de séries chez Canal. Là, pour l'anniversaire, on a comptabilisé 105 séries. Vous connaissez Les Revenants, Le Bureau des légendes et d'autres. Et avec Olivier Bibas, nous avons eu le cas, sans revenir, sans donner le nom, effectivement, sur une création originale, où nous avons dû interrompre le tournage. Et parce que nous sommes allés en action avec le producteur, en coordination avec lui pour gérer le problème. Et c'est vrai que nous avons décidé de payer en partie avec le producteur les différents jours avec les assurances. Et c'est vrai que nous souhaiterions travailler pour que les assurances nous aident pour libérer la parole et pour nous accompagner si un cas délictueux arrivait lors d'un tournage. Donc je trouve que la proposition est très intéressante parce qu'on a été confronté à ça. On a payé avec le producteur à 50-50 parce qu'on agit énormément. Enfin, sur les productions originales, on est vraiment sur le contenu et on sait véritablement ce qui se passe. Donc là, c'est vrai que c'est une piste intéressante. Merci. Nous allons auditionner les assureurs pour leur poser la question et faire évoluer les choses de ce point de vue-là. Nous vous remercions sincèrement pour votre présence et pour vos réponses. Et si vous avez des compléments à nous apporter, vous pouvez le faire par écrit sans aucune espèce de difficulté. Et pardon ? Si vous voulez continuer les échanges par écrit, il n'y a pas de problème. Et en tous les cas, merci de vos réponses. Et nous vous tiendrons informés de l'avancée de cette commission d'enquête. Merci.